Amis de la littérature, bonjour et bienvenue sur hashtag J'adore lire. La dernière fois, je vous avais parlé du roman d'Annie John, écrit par un Jamaïcain Kincaid, et j'en avais lu un passage, et certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi j'avais choisi ce passage en particulier. Donc, du coup, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce passage en particulier. Donc, en fait, dans ce passage, il y a des parties qui m'ont marqué. C'est par exemple quand il dit: au moment de ma naissance, la lune se couchait d'un côté du ciel et le soleil se levait de l'autre. Bon, j'ai trouvé ça tellement poétique parce que moi, en général, quand je parle de ma naissance, je dis oui, je suis née à 16 h de l'après-midi et c'est ce qui fait qu'en fait, je ne suis pas du matin. Donc, je ne sais pas vous, l'heure de votre naissance, ça a un quelconque effet sur la manière dont vous vivez. En tout cas, moi, je ne suis pas du matin. Et donc, du coup, je me dis que si je ne suis pas du matin, c'est parce que bon, je suis née l'après-midi. Donc, voilà. Donc, j'avais trouvé qu'elle, au moins, c'était poétique, quoi. Le fait que la lune se couche d'un côté et que le soleil se lève de l'autre au moment de sa naissance, j'ai trouvé que c'était beau. Et l'autre chose, c'est quand elle dit: papa s'appelle Alexander, il a 35 ans de plus que maman et deux de ses enfants sont plus vieux qu'elle de 4 et 6 ans. En fait, quand on lit le roman, on n'a pas cette information comme quoi il y a un aussi grand écart d'âge entre ses parents. En fait, quand il décrit les relations la relation du moins de ses parents, en fait, elle les décrit comme un couple uni quand même, parce que chaque fois, elle dit qu'il y a son père qui essaie toujours de faire rire sa mère. Après, à un moment, elle les surprend au lit. Donc, du coup, tout ça fait que moi, personnellement, je m'étais dit qu'en fait, c'était un couple qui était en phase. Et donc, pour moi, un couple qui est en phase, c'est un couple où il n'y a pas un écart d'âge aussi grand. Parce que quand même, franchement, à 35 ans, c'est pas rien quand même pour entre un mari et une femme. Quand même, je trouve que c'est énorme, franchement. Donc, du coup, quand j'ai vu ça, j'étais choquée quand même. Et après, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui avait bien poussé sa mère à se marier avec un vieux, faut le dire. Faut le dire. En fait, et j'en suis venue à la conclusion qu'à un moment dans le roman, en fait, elle explique que sa mère avait quitté son île natale parce que sa mère, elle est de la Barbade et du coup, elle était venue s'installer sur l'île d'Antigua. Et à ce moment, elle avait quitté ses parents et en fait, elle s'était disputée avec son père et c'est à la suite de ça qu'elle a quitté la Barbade pour venir s'installer sur Antigua. Et je me suis dit qu'à ce moment, elle avait 16 ans quand elle est partie. Donc, du coup, je me suis dit que en se mariant avec un homme de 35 ans, son aîné, peut-être qu'elle était en train de rechercher une figure paternelle. Donc, moi, c'est comme ça que je me l'explique parce que franchement, 35 ans d'écart entre un mari et sa femme, c'est too much quand même, quoi qu'on en dise. Donc, du coup, je ne sais pas vous, comment vous voyez ces choses, mais en tout cas, si jamais vous avez une idée sur, sur la question, je suis bien curieuse de savoir ce que vous en pensez. En tout cas, on dit que l'amour n'a pas d'âge, mais bon, après quand même, 35 ans entre un mari et sa femme, ça fait beaucoup. En plus, si on avait eu dans l'autre sens, par exemple, je vous dis, si c'était une femme qui s'était retrouvée avec un jeune homme de 35 ans plus jeune qu'elle, qu'est-ce qu'on aurait dit? Je veux dire, ça passerait pas. Quoi qu'on en dise, ça passerait pas quand même. Donc, du coup, je vois pas pourquoi on devrait accepter qu'un homme puisse être avec une femme de 35 plus jeune que lui. Donc, du coup, en fait, c'était ces deux passages qui m'avaient marqué. Donc, c'est pour ça que je vous avais lu ce texte. Et laissez-moi vos commentaires, comme ça je verrai ce que vous en pensez de votre côté. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le roman de Nabulo Ndebele. Donc, c'est un Sud-Africain et son roman s'appelle Le Lamento de Winnie Mandela. Donc, je ne connaissais pas cet auteur du tout. Mais bon, quand j'ai vu le titre, Le Lamento de Winnie Mandela, j'ai voulu savoir de quoi ça parlait. Et donc, c'est un petit livre aussi. Je pense que je suis dans ma série de petits livres. Donc, il fait combien de pages?
Bon, 216 pages. Donc, c'est 216 pages. Et par contre, j'ai pas trouvé que ça se lisait facilement. Loin de là. J'ai trouvé quand même que c'était... En fait, c'était pas ce à quoi je m'étais attendue. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait des passages assez durs et ouais, il y avait quand même des passages assez durs. Bon, en gros, l'histoire, c'est quoi? En fait, c'est l'histoire de 4 femmes, des Sud-Africaines, qui racontent leur attente. En fait, elles sont en train d'attendre leur mari. Bon, au moment où elles sont en train de raconter leur histoire, bon, on peut dire que l'attente est finie. Mais en fait, elles évoquent toute cette période qu'elles ont passée à attendre leur mari. Et quand on parle d'attente, c'est pas juste 1 ou 2 ans, c'est une attente qui s'est écoulée sur plusieurs années et pour diverses raisons, soit parce que le mari était parti chercher du travail, soit parce que le mari était parti faire des études à l'étranger, soit parce qu'en fait ça se passait pendant la période d'apartheid, que le mari était en exil politique, ou bien il y en a un, en fait, c'est pas que le mari est parti physiquement, en fait, le mari n'est pas parti physiquement, il est toujours avec elle, mais c'est un mari volage, donc du coup, il passe son temps à courir à gauche, à droite, donc du coup, c'est comme si finalement, en fait, il était même pas là, et donc, du coup, ben, ça fait comme si elle aussi, elle attendait le retour de ce mari volage. Donc, c'est ces 4 femmes-là qui se sont réunies pour parler de leur attente et surtout ben, de la période d'attente, mais aussi de l'après-attente et de la déception que ça a engendré. Le fait qu'en fait, on soit là à attendre et que arrive au moment où on se dit, où l'attente prend fin, mais en fait, on se rend compte que ce qu'on attendait, ben, c'est pas ce qu'on a à la fin. Je ne sais pas si je m'explique bien. En fait, bon, pour l'illustrer, ça va être très facile. Là, donc, tous les 4, elles sont en train d'attendre le retour d'un mari qui ne revient pas, ou quand il revient, c'est pas ce à quoi elles s'attendaient. Et donc, du coup, ils se sont dit qu'en fait, ils allaient aussi, comment dirais-je, comparer entre guillemets leur situation à celle de la plus célèbre des Sud-Africaines, à savoir Winnie Mandela, qui elle aussi a connu cette attente, étant donné que Nelson a été emprisonné pendant 27 ans. Donc, du coup, elles se sont dit que bon, elle pourrait lui poser des questions pour comprendre comment elle a vécu son attente. Donc, au début, bon, je m'attendais à ça. Sauf qu'en fait, les questions qu'elle pose à Winnie, ben, le personnage supposé être Winnie, en fait, c'est des questions très, comment dirais-je, très axées sur la politique, en fait, après, bon, quand on parle de Winnie Mandela, on ne peut pas dissocier la partie politique de la partie vie privée. Donc, du coup, étant donné que c'était une figure publique qui faisait de la politique, en fait, qui menait un combat, donc forcément, c'est difficile de séparer les deux. Donc, du coup, moi, je pensais que c'était plus le côté attente de Nelson Mandela, mais c'était plus le côté de tout ce qu'elle a fait pendant cette attente. Et donc, c'est toutes ces choses-là qu'elle a fait, ou en tout cas, toutes ces choses-là qu'on dit que c'est elle qui les a fait, parce à la fin, elle n'a jamais reconnu toutes les accusations de crimes qu'on a portées à son encontre. Elle ne les a pas reconnues lors des... Comment ils appelaient ça? C'était la commission Vérité et Réconciliation, donc elle n'a jamais accepter tous les crimes ou reconnu ou présenter des excuses sur ça. Donc, du coup, ben, c'est dur de se dire, ben, comment dirais-je, de se positionner sur ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ben, ça, moi, je pourrais pas le dire. Mais en tout cas, dans le livre, ben, en fait, il y a des extraits de la commission réconciliation et vérité, des coupures de journaux, des trucs comme ça. Et forcément, c'est pas joli, joli, joli. Et c'est ça qui fait que je dis qu'en fait, c'est pas un livre facile à lire parce qu'il y a des choses, bon, on se serait passé de le savoir sur une personne qu'on a
entre guillemets, adulé pendant une période de sa vie. En tout cas, moi, ouais, j'ai vécu à l'ombre d'une maman qui avait pour idole Nelson Mandela. Donc, du coup, c'était Nelson Mandela et Winnie Mandela à toutes les sauces. Donc, du coup, de voir la face cachée de cette idole, quand même, ça, c'est un peu perturbant. Mais après, bon, j'allais dire c'est la vie. Bon, c'est pas la vie, mais bon. Les circonstances, bon, je sais, en fait, je ne peux pas qualifier ça, donc du coup, je ne vais pas me risquer sur ce terrain-là. Et du coup, je vais vous lire, comment dirais-je, une partie qui m'a bien... Bon, c'est pas que ça m'a marqué, mais en fait, le livre, c'est que j'ai voulu chercher un extrait que je pouvais lire, mais sauf que c'est tellement imbriqué que c'est difficile de trouver juste une partie qui ait du sens si on n'a pas lu le début ou la suite. Donc, du coup, je vais vous lire une partie et bon, je vous préviens, c'est un peu long, mais bon, allons-y. Donc, ça dit... Un homme de 35 ans décroche une bourse à l'étranger en vue de devenir médecin. Il laisse derrière lui sa jolie jeune femme et 2 enfants. Au début, il cherche consciencieusement des moyens pour les faire venir. Mais au bout de 3 ans d'efforts, il fatigue. Notre deuxième descendante se lasse, elle aussi, de vivre dans l'idée d'un départ imminent. Elle commence par attendre. Attend-elle? Pas vraiment. Elle n'abandonne pas l'espoir de partir un jour rejoindre son mari. L'espoir devient une façon de gérer l'attente. Elle médite. Si un jour on part, alors on n'aura pas vraiment attendu, car on est toujours en chemin vers lui. On ne sait pas exactement quand, mais on est toujours en chemin vers lui. De ce fait, elle n'attend pas vraiment. L'espoir et l'incertitude délimitent son champ de conscience. Entre les deux, elle vit une sorte d'infini tendu, comme un événement sur le point de survenir, mais qui ne survient pas. C'est dans cet espace sans dimension qu'elle entreprend les nouveaux projets de la vie quotidienne. Ils voient le jour et s'achèvent sans avenir précis. Elle va et vient dans les limbes, en attendant sans attendre, attendant quand même. Un seul sujet lui donne de l'espoir, justifie cette vie et va et vient et lui intime l'ordre d'attendre. C'est le projet d'amour, de dévotion pour son mari absent. Chaque mois, sans faillir, elle lui envoie de l'argent. Enseignante en art ménager, elle s'est trouvé des revenus supplémentaires, cuisiner pour des mariages ou des fêtes, coudre, tricoter. Ils lui permettent d'avancer. Ce projet-là mènera un jour en Europe pour revenir triomphalement avec lui, le premier médecin noir de le township, endormi dans l'Est Rand. Son mari à ses côtés, elle sortira le petit township de sa léthargie. Cette perspective la pousse à lui envoyer des photos des enfants qui grandissent, à rendre des visites régulières à ses beaux-parents dans la ville lointaine d'Elbrown, perdu dans le Free State, à accepter qu'ils écrivent de temps à autre, nettement moins souvent qu'elle. Ils marqueront l'histoire du township. Voilà son projet à elle. Il met trop de temps à boucler ses études. L'année où il échoue, perdant ainsi sa bourse et redouble d'efforts, accepte 1000 commandes, emprunte tout azimut. Il lui faut vendre des meubles pour l'aider à payer les frais de scolarité jusqu'à ce qu'il réussisse ses examens et récupère sa bourse. Au cours de la 6e année, le petit township de l'Est Rand produit son premier docteur noir. Il ne s'agit pas de son mari. Au cours de la 8e année, 2 autres étudiants du township, dont une femme, décrochent leur diplôme. Son mari, lointain, n'est plus une personnalité locale qui marquera l'histoire. Tout le monde a trop attendu. Son mari a loupé le coche. Au cours de la 10e année d'absence, elle découvre qu'elle est enceinte. Son mari achève ses études à la 12e année, revient au bout de la 14e et découvre l'enfant de 4 ans.
tout se passe vite. Avec rage, il l'accuse d'infidélité, l'abandonne avec ses enfants gâtés, à présent de grands adolescents qui ont pris le parti de leur mère. 6 mois après son retour, il divorce et épouse une infirmière. Double qualification. Il commence une belle carrière médicale. Un médecin et son infirmière, mari et femme, PDG et cadre, docteur et pharmacienne, général et piou-piou. Envolé, il amène avec lui l'aura de ses études à l'étranger, docteur en Écosse. Il quitte le petit township pour le quartier plus prestigieux de Dub à Soweto. Lentement, cette Pénélope abandonnée découvre qu'elle a toujours été seule. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va faire trop long. Donc du coup, en fait, c'était pour donner une idée du roman. Et donc, petite précision, en fait, la femme qui attend, on l'a décrit comme étant une descendante de Pénélope parce qu'en fait, au début, pour poser le cadre, l'auteur, en fait, nous parle de Pénélope parce que si on regarde l'histoire, en fait, Pénélope, c'est aussi une femme qui a attendu. Elle a attendu Ulysse et cela pendant 19 ans. Et dans le livre, en fait, il explique que si Pénélope est entrée dans l'histoire, parce que des femmes qui ont attendu leur mari, bon, il y en a et il y en aura toujours, mais c'est ce qui fait que Pénélope est rentrée dans l'histoire, c'est qu'en fait, elle a surtout été fidèle. En fait, c'est le fait qu'elle ait été fidèle à son mari pendant toutes ces années-là qui a fait qu'elle est rentrée dans l'histoire. Si elle s'était juste contentée d'attendre, ou si au bout de cette attente, elle avait trahi son mari, ben, l'histoire n'aurait pas retenu son nom. Donc, du coup, cette femme, en fait, elle a attendu son mari pendant 14 ans. Bon, elle est tombée enceinte au bout de la 10e année. Mais je veux dire, pendant 10 ans, bon, en gros, ça fait 14 ans qu'elle attend le mari. Au bout de la 10e année, elle est tombée enceinte. Et pendant toutes ces années-là, en fait, c'est elle qui payait les études de son mari. Et le mari, il revient, il trouve la femme avec un fils dont il n'est pas le père. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de divorcer et d'épouser une autre femme. En fait, la question que je me pose, c'est que au bout d'autant d'années, est-ce que c'est en fait humainement, je dis pas moralement, mais humainement, est-ce que c'est humainement acceptable qu'on s'attende à ce qu'un homme ou une femme soit fidèle à son partenaire au bout d'aussi longues années quand même? Parce que franchement, il ne faut pas se mentir, je veux dire, la fidélité, bon, c'est plus de la morale, mais le fait d'avoir envie d'être avec une personne, ben, c'est physique, c'est humain. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi cet homme-là a le culot de se défaire de sa femme. D'autant plus que quand toutes ces années qu'il était à l'étranger à soi-disant faire ses études, on ne sait pas si lui, il était fidèle à sa femme. Hein. Donc, du coup, pourquoi se mettre à rejeter sa femme? Et encore, peut-être que si sa femme lui avait été infidèle et qu'il n'y aurait pas eu cet enfant comme témoin de cette infidélité, peut-être qu'il aurait passé l'éponge. Parce qu'en fait, je veux dire, c'est pas l'idée d'être trompé qui fait mal. C'est plutôt l'idée que tout le monde sait qu'on a été trompé. Enfin, je sais pas, ou bien que cet enfant soit là comme étant le rappel de cette infidélité. Mais bon, après, c'est la question que je me suis posée, quoi, en fait. Est-ce que c'est raisonnable de s'attendre à ce que une femme ou un homme soit fidèle à ses vœux de mariage au bout de X années de séparation? Parce que là, si on revient sur Winnie Mandela, c'est pareil aussi, je veux dire, c'était 27 ans, une absence de 27 ans. Au bout de 27 ans, quand on retrouve une personne, cette personne a forcément évolué, elle a grandi, elle a mûri, elle a eu des expériences de la vie. Donc du coup, ce n'est plus la personne qu'on avait laissée derrière elle. Donc du coup, les gens changent. Donc je veux dire, quand tu retrouves une personne au bout d'autant d'années, tu ne peux pas s'attendre à ce que ce soit la personne que tu avais laissée derrière toi. Et même toi qui es parti, ben, toi aussi, tu as mûri, tu as eu des expériences, tu as rencontré d'autres personnes, tu as grandi. Et ce qui fait la force d'un couple,
c'est le fait de vivre ensemble au quotidien et de grandir ensemble. Mais s'il y en a un qui part, forcément, l'histoire où, je sais pas, les chemins divergent et forcément, après, quand il y a le retour, c'est difficile de se dire, on s'était quitté il y a 27 ans, on s'était quitté il y a 14 ans, on s'était quitté il y a je sais pas combien d'années et maintenant, on recolle les morceaux et on continue notre vie. C'est pas possible. Hein. Après, du coup, voilà en gros de quoi parle ce livre. Et bon, après, il y a aussi l'aspect politique de l'Afrique du Sud pendant la période de l'apartheid avec tous les trucs qu'on peut reprocher à Winnie. Mais bon, si vous voulez savoir tout ce qu'on reproche à Winnie, lisez le Lamento de Winnie Mandela. Merci, à la prochaine. Bye bye.